Allô, Jacques? Alors, Monsieur Adjaï, alors je ne sais pas ce que cela vous inspire. Quelles sont, d'après vous, qu'est-ce que cela vous inspire? Quelles sont vos impressions de voir que tout à coup, comme on le dit généralement à Bobo, tout à coup, soudain, brusquement, le transfèrement du général Blé Goudé à l'air? Qu'est-ce que cela vous fait? Ben, Matt, vraiment merci pour la question. Je vais en deux petits points, ou bien trois petits points, vous Monsieur dire Laurent, mon impression. Alors, Monsieur Adjaï, attendez un instant. Oui, Jacques? Voilà, je pense que nous avons notre invité en ligne, Monsieur Adjaï, souffrez un tout petit peu. Hein. Nous allons aller du côté de notre ami, hein, et puis vous avoir tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si... Est-ce que vous entendez, Monsieur Colodus? Allô? Oui. Alors, Mathieu, vous avez votre invité en ligne. Allô, Claudius, vous êtes là? Bonsoir, oui, je suis là, je suis en ligne. Merci, merci. Alors, on a donc notre invité en ligne. On va commencer donc. Alors, surnommé général de la rue pour sa capacité de mobiliser ses camarades aux mains nues, Charles Blé Goudé a donc été transféré, comme je le disais tout à l'heure, à La Haye, où il est arrivé ce samedi. Le gouvernement ivoirien exécute ainsi un mandat d'arrêt qu'il avait émis, je crois, que la CPI avait émis depuis le 21 décembre 2011, si ma mémoire m'est fidèle. Alors, nous recevons ce soir donc pour épiloguer sur ce qu'on appellerait ici le breaking news. Nous recevons Monsieur Claudius Quadio. Claudius Quadio, pour ceux qui ne le savent pas, est l'un des cyberactivistes pro-Gbagbo, qui se fait d'ailleurs appeler Gbagboïs certifié. Il est l'un des plus activistes pro-Gbagbo sur les réseaux sociaux. Nous le suivons pratiquement tous les jours, très bien connu pour ses analyses pointues et surtout intéressantes. Avec Steve Biko, Alain Dobi, Fier Ivoirien, notre ami Koneladio Sankara, pour ne citer que cela, Claudius Quadio, même depuis son exil, un véritable combat de titan derrière son clavier, et cela depuis son lieu d'exil. Nous l'avons déjà reçu, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est encore un autre plaisir pour nous de le recevoir pour cette seconde fois, pour nous parler des derniers développements de l'actualité politique de son pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il faut le noter, et cela de l'avis de beaucoup d'observateurs neutres, la Côte d'Ivoire qui traverse ces moments les plus douloureux de son histoire. Alors, Claudius Quadio, bonsoir, cher ami. Bonsoir, frère Magouabré. Merci, cher ami, l'exil. Comment ça se passe là-bas? La situation améliore. On dit généralement que l'exil n'est pas facile, mais comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que la situation s'est améliorée un temps soit peu? Bon, à vrai dire, la situation en exil, c'est pas ce qui est le plus important. Voilà. Nous ne sommes pas en exil pour améliorer notre condition ici ou à chercher à nous faire une vie ici. Le plus important pour nous, c'est ce qui se passe dans notre pays. C'est ce qui s'y déroule au quotidien. C'est ce qui nous intéresse. Sinon, l'exil en soi, le terme exilé avec ce que cela comporte dans sa sémantique même, tout le monde sait que c'est pas une évidence. Voilà. Et pour un patriote en exil, le plus dur, c'est d'être arraché à sa terre. C'est pas la condition d'exil qui nous fait souffrir, c'est pas cette condition de vie qui est un problème pour nous. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire qui est dramatique. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire qui nous intéresse. C'est pour que la situation en Côte d'Ivoire s'améliore que nous nous battons au quotidien. Sinon, la situation en exil, je ne pense pas que on devrait épiloguer là-dessus. Le jour que ça ira bien en Côte d'Ivoire, que tous les Ivoiriens pourront se réunir chez eux, on n'aura plus à parler d'exil et ce sera cela le plus important. Voilà, merci cher ami. Justement, il faut rappeler aux auditeurs qu'ils sont plus de 60 000 Ivoiriens encore qui sont en train de mener des situations, ça il faut le dire, comme il a dit tout à l'heure. Quelqu'un ne peut pas se sentir mieux ailleurs que chez lui. L'exil n'a jamais été doré, et surtout pour ces pro-Gbagbo qui sont partis dans des conditions
que tout le monde connaît. L'exil n'a jamais été facile et ne sera jamais facile. Leur souci premier est de rejoindre leur pays si les conditions pour lesquelles ils sont partis de là s'améliorent. Alors, chers amis, merci donc de cette petite introduction. Alors, comme on vous l'a dit, le sujet principal aujourd'hui, c'est l'exécution du mandat d'arrêt lancé contre le général Blé Goudé. Alors, je voulais comme ça vous demander l'impression générale sur l'exécution de ce mandat par le gouvernement Ouattara, qui, il n'y a pas très longtemps, disait que le système judiciaire ivoirien était désormais à même de juger les citoyens ivoiriens. Alors, que s'est-il passé selon vous pour que, soudain, brusquement, Blé Goudé soit transféré à La Haye? Merci, Marc Boisbré. Que s'est-il passé brusquement? Il ne s'est rien passé brusquement. Voilà, le pouvoir brutal de Ouattara est logique dans tout ce qu'il entreprend depuis le début. Rien n'a changé. Il n'y a rien qui a changé fondamentalement en Côte d'Ivoire pour en arriver là. Ils sont dans une logique, la plupart du temps, de diversion, parce qu'il faut toujours voir dans les actions du pouvoir Ouattara, en premier, des actions de diversion. Sinon, si Blé Goudé devait être transféré pour une raison quelconque, il aurait été depuis longtemps. Il aurait été depuis longtemps, et l'attitude du pouvoir judiciaire ivoirien, ces déclarations contradictoires depuis le début de cette affaire, le fait qu'on étudie ces affaires au cas pour cas, des cas qui sont mis en avant en essayant d'éteindre d'autres, des cas qui sont justifiés de manière maladroite. C'est tout cela. Et aujourd'hui, vous parlez d'une situation brusque. Non, ce n'est pas une situation brusque. Elle a été réfléchie, elle a été mûrie, elle a été habillée. C'est ce qu'il faut dire. Peut-être qu'au cours de cette émission, on aura le temps d'aborder certaines pistes qui pourraient donner des semblants d'explications. Sinon, l'exécution de ce mandat, en ce moment précis, n'est pas du ressort de Blé Goudé, n'est pas du ressort des Pro-Gbagbo, c'est une décision qui a été prise en interne au pouvoir. Et ce que je peux dire là-dessus, c'est que c'est une décision surtout qui est née d'une guerre interne, Tout le monde est censé aujourd'hui savoir, hormis ceux qui veulent se leurrer, qui veulent se voiler la face, qu'il y a une guerre interne au sein du pouvoir Ouattara, une guerre larvée d'une succession hypothétique. Et à partir de cela, chacun essaie de pousser ses pions, chacun essaie de placer ses pions. Et comme je le disais la dernière fois, Blé Goudé est la première victime visible de cette guerre interne au RDR. Je pense qu'au cours du débat, on aura le temps d'entrer dans les détails et donner plus d'explications. Oui, justement, nous allons revenir sur ce que vous êtes en train de dire. Mais le problème fondamental ici, d'aucuns pensent que c'est parce que les Pro-Gbagbo ont présenté, par exemple, en publiant les dernières photos de Blé Goudé, les Pro-Gbagbo ont présenté le régime Ouattara comme peu soucié des droits de l'homme qu'il a. C'est pourquoi justement ce régime a radicalisé sa position et que c'était pas à l'ordre du jour de transférer par exemple Blé Goudé à La Haye, mais parce que les Pro-Gbagbo ont publié les photos de Blé Goudé que le régime a radicalisé sa position. C'est pas votre avis? Donc cela ne saurait être mon avis. Je pars du simple principe du premier transfèrement qui a eu lieu dans cette crise, celui du président élu de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. Cela s'est passé dans des conditions pires que celles-ci. Le président Gbagbo a été caché de ses avocats. Il n'y a même pas eu de notification pour lui dire où il allait. Lors de son audience préliminaire, je pense qu'il a eu le temps de donner les détails sur comment cela s'est passé. Il n'avait pas besoin d'emprunter des couloirs de ce type. On prend le président Gbagbo de Korogo pour une comparution. D'après ce qu'on lui dit, on l'emmène à Abidjan. D'Abidjan, il est à La Haye. Avant cela, est-ce qu'on a présenté des photos du président Gbagbo dans des conditions aussi minables que celles qu'on a vues pour Blé Goudé?
Non. Il n'y a rien eu de nouveau. Et quand on parle de photos de Blé Goudé, moi, ça me fait sourire. Dans le cas d'espèce, il n'y avait pas que Blé Goudé sur les photos. Il y avait Jean-Yves Dibopieux. Qu'est-ce qui a changé au niveau de la condition de Dibopieux? Rien. On nous a montré Dibopieux dans une autre mise en scène, comme cela a été fait pour Blé Goudé, où on le présentait dans une sorte de résidence protégée ou privée, dorée. Il y a eu ça pour Dibopieux? Non. Pourquoi spécifiquement pour le cas Blé Goudé? On me dira que c'est parce que la CPI a lancé un mandat contre Blé Goudé. Ok. Mais cela répond toujours au même principe de violation des droits de l'homme si on parle de la base de ces photos. Et pire que ce qu'on a vu pour Blé Goudé et pour Dibopieux. Il y a ce qu'on voit au quotidien, les photos que nos amis cyberactivistes arrivent à nous faire sortir de la maca chaque fois. Là, je veux saluer le camarade Alain Dobi qui fait un travail énorme à ce niveau. On voit des photos, mais horribles, des prisonniers qui sont brûlés à l'acide, qui sont marqués au fer comme des animaux, qui sont caillassés. On voit ça tout le temps. Cela n'a jamais ému même les organismes des droits de l'homme. Amnesty International, jusque-là, depuis près de 2 mois, n'a fait aucun papier, aucun rapport sur cela. J'espère qu'ils vont le faire. C'est juste pour dire que prendre l'argument de ces photos-là, c'est un argument qui est fallacieux. C'est un argument qui est fallacieux et ils n'en ont pas besoin. Parce que, normalement, la CPI a émis un mandat contre Blé Goudé, qui devait être remis à son tribunal. Voilà. Nous, au niveau de la résidence patriotique, tout ce qu'on demandait, c'était d'éviter cette infantilisation du continent africain. C'est là le drame, c'est ce qui nous choque. C'est pas le fait que Blé Goudé parte à la haie qui est choquant pour nous. C'est pas cela. Le président Gbagbo y est déjà. Blé Goudé qui y va, c'est un choc, mais pas pour les raisons que le RDR, que le pouvoir Ouattara veut mettre en avant. C'est-à-dire faire croire au monde que, voilà, Blé Goudé s'en va à la haie, c'est la fin du monde. Non. Mais c'est le souci. Oui, mais Claudius, aujourd'hui, la question qui revient sur les lèvres de beaucoup de personnes, Blé Goudé de sa résidence protégée, comme on l'a dit, Blé Goudé dans sa résidence protégée, Blé Goudé à la CPI, pour vous, quel est le moindre mal? Pour moi, quel serait le moindre mal dans ces deux situations? Il n'y a pas une situation entre les deux qui est plus reluisante que l'autre. C'est un drame. C'est un drame simplement parce que c'est une injustice notoire. C'est cela. Maintenant, si on devrait choisir une situation vis-à-vis d'une autre, sincèrement, je ne pourrais pas. Sincèrement, je ne pourrais pas parce que c'est deux situations d'injustice. C'est deux situations d'injustice qu'on est en train de formaliser. C'est cela. Maintenant, dire que c'est de la faute au Gbagbo si Blé Goudé est aujourd'hui à la haie, c'est n'importe quoi. C'est de la faute aussi au Gbagbo si le président Gbagbo est à la haie. Non, mais ce que les gens sont en train de se dire, c'est que, ok, Blé Goudé était dans une résidence. Laissons de côté l'aspect photo. Blé Goudé était dans une résidence protégée, comme on l'a dit, et aujourd'hui on l'envoie à la haie. Certains disent que ils sont contents même qu'il aille à la haie parce que là-bas il aura peut-être droit à beaucoup de choses auxquelles il ne peut pas avoir droit dans la résidence protégée. Donc eux, ils préfèrent, en tout cas entre les deux situations, que Blé Goudé soit à la haie. Là au moins il peut être assisté, tous ses droits peuvent lui être reconnus. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Je reviens sur la même chose que je dis. Je ne pense pas qu'une situation entre ces deux cas de figure soit mieux que l'autre. Parce que il faut reconnaître aussi que les mêmes instances, les mêmes institutions qui ferment les yeux sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce sont ces mêmes institutions qui ont imposé Ouattara à Alassane Dramane à la Côte d'Ivoire. Ce sont les mêmes institutions qui encore sévissent à la haie. Le président Gbagbo est à la haie depuis près de 2 ans. On voit qu'il s'arrange
pour aller de procédure en procédure, rendre tout ça rationnel, logique au regard de la loi. Mais on sait qu'on peut aller plus vite, on peut faire mieux. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a aucun élément à charge qu'on pourrait retenir contre le président Laurent Gbagbo pour prétendre aller à un procès. Malgré cela, on voit ce qui se passe. Malgré cela, on voit que rien n'avance. Chaque 3 mois, on rejette sa demande de liberté provisoire avec des arguments encore plus bidons que ceux qui précédaient. Et ça continue de fil en aiguille. On retient un homme innocent, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, innocent, dans un tribunal qui refuse de dire le droit. Blé Goudé, il va, mais ça va être le même engrenage. Donc on ne saurait se complaire de cette situation et dire que non, nous sommes aujourd'hui d'accord ou contents que Blé Goudé a la haine. Je peux pas m'engager dans cette voie-là. Je suis désolé, je ne peux pas m'engager dans cette voie-là. Maintenant, ce qui convient de noter, vu que c'est le pouvoir lui-même qui veut nous engager dans cette sorte de réflexion qui est bidon, ce qui convient de noter là, c'est que finalement, le pouvoir ivoirien est incapable de rendre justice, est incapable d'assurer la sécurité, est incapable de respecter les droits des prisonniers en Côte d'Ivoire. Et c'est un drame pour la Côte d'Ivoire en l'an 2014. Voilà, on nous parle de résidence protégée. Mais excusez-moi, quand le gouvernement Ouattara va jusqu'à dire en conseil de ministres que les premières photos qui montraient Blé Goudé dans une cellule nommément identifiée à la DST, que c'était un montage. Excusez-moi, mais c'est un peu gros. Et c'est même grotesque. Parce que cela démontrait au moins que le ministre Ahmed Bakariko avait menti, puisqu'il a clamé depuis le début que Blé Goudé était dans une résidence protégée. Résidence protégée, un terme nouveau qu'on a inventé pour un cas spécial. On ne sait pas jusqu'à aujourd'hui ce que veut dire résidence protégée. Le journal Le Patriote, journal officiel du RDR, est allé jusqu'à reconnaître qu'il était dans ce lieu. Mais pour eux, à partir du moment où il y avait un sol carrelé, c'était des conditions idéales pour quelqu'un qui aurait commis les crimes les plus horribles. Crimes qu'on n'a jamais pu identifier, crimes sur lesquels on navigue sans donner d'éléments crédibles. C'est scandaleux, c'est un scandale. C'est un scandale. Et là, ce qui me choque, je reviens dessus, ce n'est pas, je ne sais pas si je dois dire extradition ou transfèrement de Blé Goudé, c'est pas cela, c'est le silence de, par exemple, la CEDEAO. Mais c'est normal, Alassane Dramane Ouattara est aujourd'hui à la tête de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette institution? Mais il y a aussi l'Union africaine, qui, comme en Libye, pendant que la France, encore une fois, bombardait le régime Kadhafi, s'est tue. Aujourd'hui, l'Union africaine ne dit rien. Malgré tout ce qu'on a pu voir comme avancée au niveau des instances de l'Union africaine, quand il s'agit du cas Kenya, on a pensé que quelque chose était en train de changer. On se rend aujourd'hui compte que c'est un leurre. On se rend aujourd'hui compte que... Oui, mais Claudius, vous-même, vous l'avez dit, hein, M. Ouattara, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a été installé par ces mêmes institutions-là. Alors, est-ce que vous pensez que ces mêmes institutions, voilà, ce qui donne raison à beaucoup qui pensent que personne dans le camp Ouattara ne sera arrêté un jour, parce que ce sont les mêmes institutions, comme vous l'avez dit, qui sont en train de faire ces arrestations. Donc, ces mêmes institutions ne vont pas arrêter les gens qui ont aidé, par exemple, M. Ouattara à s'installer. Vous ne croyez pas cela? Ou bien vous pensez vraiment que la justice ira jusqu'à un jour arrêter des gens du camp Ouattara? Nous l'espérons tous. Et ce n'est pas, dans le cas de figure actuelle, ce n'est pas le président Gbagbo, ni Blé Goudé, ni la première dame Simone, sur la tête de qui plane aussi un mandat. Ce n'est pas eux qui sont dans une situation inconfortable. C'est la CPI elle-même, en tant qu'institution judiciaire mondiale qui se veut crédible. Ce serait le minimum. Ce serait le minimum. Et moi, là encore, j'ai encore des doutes. Parce que je suis quasiment certain que, tel que les choses se présentent, ils vont se voir obligés d'emmener des criminels
notoire, identifié, avec preuve à l'appui, du camp Ouattara à se faire entendre à la CPI. Mais qu'on on ne nous emmène pas le menu frété, voilà. Qu'on ne nous ramasse pas un Amadé Rémi, qu'on ne nous prenne pas un Faufier, qu'on prenne les commanditaires. Ils sont identifiés. Tout le monde sait qui est le patron de cette rébellion depuis le début. Alors, quand vous dites ça, vous pensez à qui? Ce n'est pas que je pense à quelqu'un. C'est quelqu'un qui est clairement identifié, c'est Alassane Dramane Ouattara. Mais le monde aujourd'hui ne le reconnaîtra pas parce qu'il n'a jamais osé s'assumer et assumer sa guerre contre la Côte d'Ivoire. Mais lui qui a été le porte-voix de cette rébellion, lui qui, frappant dans sa poitrine, a même écrit un livre, Pourquoi je suis devenu rebelle, et qui a fait cette guerre-là, Soro Guillaume, qui est aujourd'hui président d'une assemblée tribale qu'on appelle l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais il doit se faire entendre. Il doit se faire entendre, lui et toute sa suite, qu'on ne nous prenne pas des gens, finalement, qu'on ne connaît même pas, qui n'ont été que des exécutants de bas échelle pour nous donner l'impression d'équilibrer la balance. Non. Soit ils font la justice, soit ils ne le font pas. Mais nous, on observe, on regarde et on fait ce que nous, on a à faire. C'est un pays qui va devoir se crédibiliser ou se décrédibiliser à la face du monde. Alors, d'après ce que vous avez dit, M. Ouattara n'a jamais pris ses responsabilités, certainement dans tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, vous serez quand même satisfait qu'il soit au moins certainement accusé comme co-auteur indirect à la rigueur. Ça vous ferait plaisir? Merci. Co-auteur indirect, c'est le terme vraiment abracadabresque qui a été trouvé pour le président Laurent Gbagbo. Co-auteur indirect, ça veut dire qu'il y a un co-auteur direct. Il y a un auteur indirect, il y a un auteur direct. C'est trop long, juste pour vous montrer même que toutes les accusations qui ont été portées contre le président Gbagbo sont vraiment illusoires. Pour preuve, le procureur, d'abord, Luis Ocampo Moreno, malgré toutes ces enquêtes, malgré toutes ces collusions avec le pouvoir Ouattara, pour en arriver à Bensouda aujourd'hui, il n'arrive pas à simplement démontrer qu'on peut aller à un procès. Juste ça. Je ne dis pas condamner le président Gbagbo, mais simplement démontrer qu'on peut aller à un procès. Mais quand il s'agit de Alassane Dramane Ouattara, il ne saurait être un co-auteur indirect. Voilà. Il est celui-là même qui, au Golf Hotel, a pris sur lui la responsabilité de faire une sorte de sécession, qui a créé une armée qu'il a appelée FRC, qui a été la formalisation de l'armée rebelle MPCI qui était soi-disant démobilisée pour aller dans le processus de réconciliation nationale, le processus de paix qui avait été engagé par le président Laurent Gbagbo. Il a remis tout ça au goût du jour. Et c'est cette armée-là qui a commis des crimes sur toute l'étendue du territoire de l'ouest jusqu'au sud. Voilà, il ne saurait être co-auteur indirect, c'est pas possible. C'est-à-dire le mettre sur le même pied d'égalité que le président en exercice qui a été attaqué et qui a usé des moyens légaux, constitutionnels et républicains pour défendre la nation. Ce n'est pas possible, mais on sait très bien aujourd'hui, ne nous voilons pas la face, on sait très bien qui nous avons en face, on sait les intérêts géopolitiques et que nous avons aujourd'hui comme enjeu. On sait tout ce capitalisme ambiant, ce néocolonialisme qui entoure la crise ivoirienne. On sait qu'ils ne vont pas se dédouaner jusqu'à ce point. Mais on veut simplement un signe, un premier signe venant de la CPI qui va pouvoir peut-être dire au monde que peut-être un jour les choses vont changer. Peut-être un jour ce monde-là va tenter d'aller sur la voie de la justice. Parce qu'aujourd'hui, ce que la CPI nous montre, c'est la formalisation de l'injustice au plus haut niveau. Alors, insistons un peu, revenons, je dirais, sur ce transfèrement que certains Ivoiriens, que beaucoup d'Ivoiriens qualifient de piège. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, mais c'est pour revenir à cela. Je parlais au début d'une guerre larvée en interne au pouvoir Ouattara
qui a été peut-être le déclencheur, l'activateur du transfèrement de Charles Blé Goudé à la haie. Pour donner plus de précision sur ma pensée, c'est de dire que, simplement, aujourd'hui, ils sont tous unanimes au niveau du pouvoir Ouattara pour dire que c'est de notre faute. Nous, en parenthèse, pro-Gbagbo, patriotes ivoiriens, c'est de notre faute si Charles Blé Goudé est transféré à la haie. Simplement parce qu'on aurait présenté des photos qui le montraient dans un état insupportable, inacceptable pour un prisonnier. Voilà, c'est cela. Mais ils sont allés jusqu'à nier même les faits. Nier Bruno Koné, qui est le porte-parole du gouvernement, après le conseil des ministres qui a suivi cette affaire-là, a déclaré que c'était un montage. Bon, étymologiquement, montage, ça veut dire prendre des éléments vraiment qui ne concordent pas et essayer de faire une sorte de mise en scène. Mais là, non. Ce sont des photos réelles. Des photos que Blé Goudé n'a pas pu prendre lui-même. Que Djibo Pieux n'a pas pu prendre lui-même. Qu'aucun pro-Gbagbo n'a pu prendre. On sait le dispositif répressif qui se trouve à la DST. Qui aurait pu, à notre niveau, nous, aller jusque dans la cellule de Blé Goudé et avoir le temps de faire ces photos, parce que regardez bien les séquences. Entre la photo où il a arrêté devant la porte de sa cellule, où il est en culotte, et une autre où il est en sous-vêtements, ne pensez pas que la personne qui a fait ces photos les a faites en 1 minute. C'est quelqu'un qui a eu le temps de faire tout ça. Qui a intérêt à faire ces photos? Ça, c'est la question fondamentale. Je le dis. Oui, mais Claudius, effectivement, en regardant les photos, on se rend effectivement compte que la personne qui a pris ces photos-là se trouve à l'intérieur même de la cellule. Alors, qui pensez-vous peut percer ce dispositif-là? Qui l'a envoyé et pourquoi, selon vous, il a fait tout cela? Bon, ça c'est ma réflexion personnelle. Elle n'engage que moi. Elle ne sera peut-être même pas partagée par certains de mes amis. Mais ce qui ressort de cela, lui qui a la main sur la DST, lui qui contrôle tout à la DST, lui dont la DST dépend du ministère, c'est Ahmed Bakayoko. C'est Ahmed Bakayoko. Et aujourd'hui, tout le monde sait que, et ça on va peut-être toucher un autre pan qui est peut-être lointain du sujet actuel. Tout le monde sait aujourd'hui la situation de Ouattara. Tout le monde sait qu'il est malade. Excusez-moi, on va dire que je suis en train de déborder, mais oui, tout part de là. On a vu quand Ouattara était en France pour son séjour privé, qui s'est révélé être un séjour médical très long, on a vu ce qui s'est passé au niveau du pouvoir à Abidjan. Cette guerre qui ne disait pas son nom entre de supposés successeurs qui seraient Ahmed Bakayoko et Guillaume Soro. On a vu cette guerre qui se sont livrées à travers médias interposés. Et aujourd'hui, tout le monde sait, pour revenir à la parité au niveau des mandats que vous étiez en train de dénoncer tout à l'heure, tout le monde sait très bien que le patron de cette rébellion, qui a fait tant de morts en Côte d'Ivoire, en tout cas celui qui s'est proclamé patron de cette rébellion, c'est Guillaume Soro. Et aujourd'hui, en tant que président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui est, comme il a écrit sur son blog à travers le journaliste Traoré Mamadou, c'est lui qui est le dauphin constitutionnel. En cas de vacance de pouvoir, en cas d'absence du, entre parenthèses, président de la République, c'est lui qui doit conduire les charges de l'État. Mais tout le monde sait aussi que Ahmed Bakayoko, qui est, entre parenthèses, considéré comme le fils du tyran, aspire aussi à prendre le trône. Je ne vais même pas dire à prendre le pouvoir, à prendre le trône. Donc, en publiant ces photos qui ont soi-disant précipité l'extradition de Blé Goudé vers la haie, mais en même temps ouvert le piège des mandats des autres qui sont du camp Ouattara, dont la levée des scellés va certainement intervenir dans les mois qui suivent, qui sera visé. C'est Soro Guillaume, c'est chef de guerre. Voilà, on ne peut pas parler de chef de guerre sans parler de Soro Guillaume. Et c'est cela. Donc, dans tout ce tambouillamini,
pourquoi on cherche à faire porter le chapeau au Pro-Gbagbo? Et une chose qui est claire et qu'il faut qu'on reconnaisse, les Pro-Gbagbo ne sont pas aujourd'hui en train de pleurer. Ils ne sont pas en train de pleurer l'extradition de Blé Goudé. Non. Ils ne sont pas en train de pleurer son transfèrement. Ce n'est pas quelque chose de loi pour nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait considérer comme une victoire. Bien vrai que on sache qu'aujourd'hui, en étant à la CPI, ça je vous rejoins dessus, Blé Goudé sera certainement dans un cadre quand même raisonnable. Il pourra voir peut-être sa famille, il pourra voir certainement ses avocats, il pourra se faire entendre. Mais au fond, ce qui inquiète les Pro-Gbagbo, ce qui fait que certains sont aujourd'hui sous le choc, c'est de se rendre compte que Alassane Dramane Ouattara et son régime n'ont finalement aucun égard pour le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que vu le processus, soi-disant de réconciliation nationale dans lequel on est engagé, faire cela maintenant, faire cela dans ces conditions-là où le régime Ouattara fait un appel du pied aux exilés, dont certains cadres ont commencé à rentrer, ça n'a aucun sens. Oui, justement, j'étais prêt à vous demander, effectivement, si ce transfert-là n'allait pas impacter sur la fameuse réconciliation en Côte d'Ivoire. Comment vous la voyez, vous, dans les jours à venir? Voilà. Là, je suis content qu'ils nous rejoignent. Parce que souvenez-vous, cela est intervenu juste un peu avant le transfèrement du président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que le ministre de la Justice, Yenema Koulibaly, a dit? Il a prétendu, Yenema Koulibaly, ministre de la Justice, garde des Sceaux, que le transfèrement de Laurent Gbagbo à la CPI allait accélérer le processus de réconciliation nationale. Oui. C'est absurde. C'est totalement irrationnel. Mais il a dit, toutefois, on s'est rendu compte que ce transfèrement du président Laurent Gbagbo à la haie a été un frein pour la réconciliation nationale. Ça a été difficile de demander aux Ivoiriens de se parler parce que ceux du camp Gbagbo se sont raisonnablement braqués. Mais avec la sortie de prison du président du FPI, Pascal Afim-Guessan, et de quasiment tous les cadres du FPI qui étaient emprisonnés, à l'exception de la première dame Simone Gbagbo, on a quand même assisté à une sorte de décrispation. Voilà, il faut le reconnaître. On a assisté à une sorte de décrispation, et cela, on peut dire dans les deux sens. Parce que finalement, avec la sortie du président Afi, il a commencé à pouvoir faire entendre la voix du FPI. Il a commencé à pouvoir tourner à l'intérieur du pays. Il a commencé à pouvoir rencontrer les populations, parler aux populations, et lui-même parler de réconciliation, proposer les États généraux de la République qui allaient dans le cadre de cette réconciliation. Souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, au Forum Investi en Côte d'Ivoire, le président du FPI, Pascal Afim-Guessan, s'est rendu à cette rencontre qui a, ma foi, choqué certains d'entre nous, certains de notre camp qui ne le comprenaient pas. Mais le président a expliqué que c'était dans le sens de l'apaisement. Il a rencontré le président Bédier du PDCI chez lui à Daoukro. Il allait rencontrer les cadres du RDR à la rue Lepic à Cocody. Attendez, au niveau du camp Gbagbo, on a fait ce qu'il fallait pour quand même aplanir les choses et recommencer à réfléchir ensemble pour sortir de cette crise-là. Certains de nos cadres en exil sont rentrés. Certains de nos jeunes camarades en exil sont rentrés. Bon, quand après tout ça, pour une guerre interne, parce que Ahmed Bakareko veut porter atteinte à ce Guillaume qui est devenu son rival déclaré, fait transférer Blé Goudé à la haie et qu'on tente d'accuser les Pro-Gbagbo, c'est quand même ridicule. Faut pas prendre les gens pour des idiots. Et il y a ces choses-là que chacun refuse de reconnaître. Mais c'est propre au RDS, c'est propre à Ahmed Bakareko, c'est propre à Soro, qui jamais ne se sont assumés, qui n'ont jamais assumé leurs responsabilités quand ils prennent des positions. Ça a toujours été comme ça depuis que ces personnages sont entrés dans la vie politique ivoirienne. Et Oui, mais Claudius, vous savez, il y a beaucoup d'observateurs, beaucoup d'Ivoiriens qui vous regardent, les Pro-Gbagbo, et qui se disent que c'est justement ce qui vous a conduit là où vous êtes, parce que vous avez souvent fois
minimisé, hein, je dis de façon générale, vous avez souvent de fois minimisé les capacités de réaction et d'action du camp Ouattara. Voilà pourquoi, par exemple, vous vous retrouvez, beaucoup se retrouvent en exil, beaucoup se retrouvent en prison, et qu'aujourd'hui, le camp Ouattara se trouve au palais. C'est parce que vous avez tout le temps minimisé les capacités de réaction de ce camp-là. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je vais vous répondre que se trouver au palais, ce n'est pas une fin en soi. Se trouver au palais, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas un aboutissement irréversible. Voilà. Et se retrouver en exil ou en prison, ce n'est pas aussi un aboutissement d'une démarche qui est irrationnelle. Je vais vous dire, Soro Guillaume que vous voyez aujourd'hui, il a connu la prison. Ahmed Bakariko, le même, il a connu la prison. Voilà. La prison n'est pas quelque chose qui est formalisé ou spécifique au camp Gbagbo. Mais quand vous dites qu'on minimise leurs actions, mais c'est parce que leurs actions sont à minimiser. Voilà, parce que ce sont des actions qui sont fausses. Quand vous prenez la responsabilité de faire extrader Blé Goudé vers la haie, vous devez en assumer l'entièreté de la responsabilité. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Vous êtes, M. Boisbré, très actif aussi sur les réseaux sociaux. Vous suivez l'actualité aujourd'hui sur le web. Aujourd'hui, je vais vous dire que l'actualité sur le web est l'actualité qui dirige toutes les actualités. Et c'est ainsi partout dans le monde. On connaît Soro Guillaume pour être très réactif sur Twitter, entre autres, sur Facebook, par exemple, sur son blog. Je me rappelle même, quand il y a eu l'attaque, la dernière attaque du camp d'Akwedo, il était très tard dans la nuit, quand Soro Guillaume donnait des informations pratiquement en temps réel sur l'affaire de la maladie de Ouattara. C'était la même chose, pour citer ce qui est très récent. Concernant le cas Blé Goudé, vous vous souvenez une déclaration ou une intervention de Soro Guillaume depuis qu'on a annoncé l'extradition de Blé Goudé, ou même après? Non. Non. Parce que même quand on veut jouer de roublardise, quand on veut essayer de duper tout le monde, il y a des moments où on a une certaine réalité en face et on est dans l'incapacité de réagir. C'est ce qui lui arrive aujourd'hui. Soro Guillaume n'arrive pas à se prononcer sur cette affaire. Il n'arrive plus à se prononcer. Pourquoi? Lui qui est si prolixe chaque fois qu'une situation de ce genre se présente. Voilà, c'est cela la réalité. Maintenant, si pour dire cette vérité-là, on doit se retrouver en prison, on l'assume. Certains de nos camarades sont aujourd'hui en prison et ils refusent de faire allégeance, ils refusent de trahir les idéaux politiques qui sont les siens. Si pour cela on doit se retrouver en exil, on assume l'exil. Certains ont connu 30 ans d'exil, certains en ont connu 1, certains en connaîtront 5, certains refusent de le connaître et ils se battent sur le terrain politique en Côte d'Ivoire. Dans cette bataille-là, chacun prend une posture, l'assume. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nos camarades qui sont en prison, certains sont emmenés je veux dire, on leur propose à certains d'accepter certaines compromissions pour recouvrer la liberté. Ils refusent. Ils refusent. Certains de nos frères en exil, et je vais éviter de parler de ma personne dans cette configuration-là, ont des approches de ce genre-là pour qu'ils entrent en Côte d'Ivoire pour une raison ou pour une autre. Ils refusent. Et chacun sait pourquoi il adopte une telle position. Voilà, c'est cela la vérité. Et on nous en veut de le dire. Mais excusez-moi, c'est notre posture, on l'assume, on le dit. Advienne que pourra, mais on ne va pas accepter que dans l'incapacité d'assumer ses positions, ses choix et ses décisions, le pouvoir Ouattara nous accuse. Si c'est simplement parce que les photos de Blé Goudé montrent des situations dégradantes, des violations de droits de l'homme, que Blé Goudé a été extradé, mais qu'on libère Dibopieux, qu'on le juge au moins, qu'on libère Abbaye, qu'on le juge au moins, qu'on libère Seka ou qu'on le juge au moins, qu'on libère la première dame Simone Gbagbo ou qu'on la juge au moins. La liste est longue. Et aujourd'hui, cette situation-là est en train de couvrir un drame qui se passe en Côte d'Ivoire. Blé Goudé est aujourd'hui à la haie. Ce n'est plus de la responsabilité du pouvoir Ouattara.
ce qu'on lui demande, c'est de s'occuper de rendre justice, si justice il y a toutefois en Côte d'Ivoire, ou au moins présenter devant les tribunaux nos camarades qui sont emprisonnés en Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'on leur demande. Si ils ne peuvent pas trouver d'autres alternatives que celle de dire que c'est de notre faute que notre camarade aujourd'hui est à la haie, on ne l'assumera pas parce que c'est un mensonge. Voilà. Ok, merci Claudius Quadio. Je rappelle à tous les internautes et auditeurs qui nous suivent que vous êtes en train de suivre Diaspolitique, l'émission politique de la diaspora, animée chaque samedi par Matt de Boisbré sur Ivoire News Radio International depuis ses studios de Washington DC. Nous recevons ce soir un cyberactiviste, l'un de ceux qui font le véritable combat de la Côte d'Ivoire, le combat patriotique. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux et avec lui Steve Biko, Alain Dobi, fier ivoirien, notre ami Koné Ladio Sankara. Ils sont nombreux comme ça qui, derrière leur clavier, mettent le combat de leur génération. Alors, ce soir, nous recevons donc Claudius Quadio, la première partie. Claudius, ce que nous allons faire maintenant, nous allons revenir un peu sur le transfèrement. D'abord, on a parlé du transfèrement de Blé Goudé. Nous allons parler maintenant de Blé Goudé lui-même, les raisons pour lesquelles on l'a transféré. Vous avez certainement côtoyé Blé Goudé sur le campus. Je ne sais pas si vous êtes de la même génération, mais je sais que vous connaissez beaucoup de lui parce que il y a beaucoup de choses qu'on a dites sur lui. Alors, je voulais qu'on parle maintenant de Blé Goudé lui-même. Alors, d'où est venue cette appellation de Blé la machette qu'on lui colle? Parce que je sais que les gens vont vous poser ces questions-là. Et effectivement, c'est pour ça les gens sont à cette émission. Ils sont nombreux, les Ivoiriens qui vous écoutent. Alors, Blé la machette. Voilà des propos qu'on a prêtés, du moins des déclarations, je dirais des adjectifs qu'on a collés à ce monsieur, des appellations qu'on a collées à Blé Goudé. Vous qui l'avez côtoyé, avez-vous un témoignage à faire sur cette histoire de Blé la machette qu'on lui colle? Merci Marc Boisbré. Voilà, pour être honnête, je suis de loin très jeune par rapport à Blé Goudé. Voilà. Lorsque Blé Goudé est secrétaire général de la FECI, je suis lycéen. Je ne suis pas encore étudiant pour dire que j'ai vécu sur le campus toute cette situation qui a amené le RDR, il faut le dire, qui a amené le RDR à surnommer, parce que c'est un surnom, à surnommer Blé Goudé, Blé la machette. Et c'est tellement maladroit, malhonnête et faux que vous avez remarqué certainement que très rarement je me suis prononcé sur cela. C'est l'un des nombreux subterfuges que le pouvoir Ouattara, avant d'être pouvoir Ouattara, a mis en place, c'est-à-dire depuis l'opposition. Il faut reconnaître à Blé Goudé cette force-là, cette force de syndicalistes, cette force de militants de gauche qu'il fallait briser. Il fallait briser sur la scène politique. Et on a trouvé dans cette histoire-là des conflits qui ont eu lieu sur le campus universitaire entre 1998 et 2000, une mise en... Je sais pas, en fait, c'est tellement gros que je n'arrive pas à qualifier cela. Moi, je vais prendre un axe qui est très simple. C'est un peu comme le président Laurent Gbagbo, qui est élu président de la République en 2000 et qui se fait attaquer par la rébellion. Vous pensez que on va appeler Laurent Gbagbo la gâchette ou la Kalachnikov parce que l'État de Côte d'Ivoire a défendu les institutions de la République? Non. Et qu'est-ce que Laurent Gbagbo, en tant que président de la République, a à prendre des armes contre des gens qui, jusque-là, ne sont pas identifiés? C'est le même schéma avec ce qui s'est passé avec Blé Goudé. Blé Goudé est secrétaire général de la FECI en 1998. Il est jusqu'à 2000. Bon, dites-moi, pour quelle raison, en tant que secrétaire général de la FECI, c'est-à-dire la tête du mouvement estudiantin le plus puissant en Côte d'Ivoire,
va s'attaquer à certains de ses camarades. C'est cela la logique, la simple logique des faits. Dans ce cas de figure-là, en général, c'est celui qui veut renverser le pouvoir en place, celui qui veut faire tomber les instances dirigeantes qui s'attaquent à la tête. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et il n'y a pas très longtemps, il y a eu un débat très houleux sur la toile entre Kone-Ladjo Sankara, que vous avez cité tout à l'heure, et Doumbia Major, qui était secrétaire national à l'organisation, lorsque Blé Goudé était secrétaire général de la FESI. Je n'ai pas vécu ces faits au quotidien, puisque je n'étais pas étudiant, je n'étais pas sur le campus en ce temps, mais l'engagement politique dans lequel nous sommes fait que nous avons appris de l'histoire de la Côte d'Ivoire sur plusieurs points. Donc j'ai eu le temps de m'informer, de parler avec les uns et les autres. Et finalement, je me suis fait ma propre idée des faits. Et les faits qui m'ont été rapportés, de part et d'autre, montrent que c'est carrément fallacieux qu'on attribue à Blé Goudé ce nom de Blé la Machette. Ce sont des histoires. Ce sont des histoires parce que les faits aujourd'hui montrent que c'est Doumbia Major, alors secrétaire national à l'organisation de la FESI, qui avait tenté un push pour renverser Blé Goudé. Et aujourd'hui, Doumbia Major, il est vivant, vous pouvez lui poser la question. Il est sur les réseaux sociaux, il intervient dans la presse. J'aimerais que vous l'invitiez peut-être à votre émission prochainement, que vous mettez des contradicteurs en face de lui, pour qu'on en parle clairement. Voilà, parce que pour se dédouaner, pour faire porter le chapeau à un autre, ils ont inventé ce terme de Blé la Machette, mais tout le monde est aujourd'hui unanime sur le fait que c'est l'aîné, comment il s'appelle, Doumbia Major, qui a entrepris toute cette action-là de s'aimer le trouble sur le campus universitaire, à Cocody, à Mermoz et tout ça. Et pour aller dans la même veine, on s'est rendu compte après, Doumbia Major, il s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé porte-parole de la rébellion en France. Doumbia Major était porte-parole du MPCI en France. C'est la même corporation. C'est la même corporation, c'est-à-dire les mêmes qui ont fait entrer la violence dans le milieu politique en Côte d'Ivoire. Ce sont les mêmes qui ont accusé Laurent Gbagbo d'être le fer de lance de la violence. Laurent Gbagbo intervenait toujours par les marches pacifiques. Voilà, aujourd'hui, il y a un thème qui est en Côte d'Ivoire qu'on appelle Gbagboté. Gbagboté, marcher. Laurent Gbagbo a toujours été dans cette logique-là. Et je me rappelle une phrase de Laurent Gbagbo que je citais hier, parlant des différents acteurs des milieux estudiantins. Il avait dit, certains ont pris les armes, d'autres ont pris la rue. Je marche avec ceux qui ont pris la rue. Si Laurent Gbagbo a marché avec Blé Goudé, avec Damanan Picasse et autres, c'est parce que ceux-là, ce sont des leaders de la FESI qui quittant la tête de la FESI pour s'engager en politique, ont pris la voie de la rue, de la contestation pacifique. C'est pourquoi il a marché avec ceux-là. Si Soro Guillaume, Kone-Ladjo Sankara, comment il s'appelle, Doumbia Major et autres se sont retrouvés au MPCI, c'est parce que c'est eux les fers de lance de tout ce qui est violence. Donc aujourd'hui, revenir sur cette affaire et appeler Blé Goudé Blé la Machette, c'est le même subterfuge, les mêmes habillages. Quand aujourd'hui vous allez demander à l'un d'entre eux, à l'un des porte-flambeaux de cette appellation-là, de prouver les faits, ils vont se dédouaner, ils vont aller en zigzag sans vous donner des éléments clairs. Voilà, donc je pense même que ce n'est pas un débat qui doit avoir lieu, ce sont des histoires. Maintenant, s'ils sont dans la possibilité de nous apporter des éléments plausibles pour étayer les faits qu'ils annoncent, tant mieux, et puis on va en débattre. Mais moi, je n'ai pas à analyser ou à expliquer longuement cette histoire-là qui n'est que affabulation. Ok, merci Clovis. Je crois bien que le gouvernement ivoirien fera un effort, effectivement, pour montrer des preuves à Fatou Bensouda, puisque je crois que cela fait partie des accusations portées contre Blé Goudé, qu'on dit, on a entendu le ministre de la Justice dire que
Blé Goudé a introduit la violence, la machette à l'école. Certainement, ils ont des preuves qu'ils vont bien montrer à la justice de la Cour pénale internationale. Alors, il y a aussi un autre aspect, hein, comme ça, je sais que là, vous êtes de cette génération, cela fait part des contes de fées qu'on raconte, qu'on veut bien laisser aux générations à venir. On parle de l'article 125, le fameux article 125. En avez-vous entendu parler, vous? Dont Blé Goudé serait l'auteur. Voilà, laissez-moi rebondir rapidement sur ce que vous venez de dire tout à l'heure concernant les chefs d'accusation annoncés par le ministre de la Justice, Niéléman Koulibaly. Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu ridicule à la fin? Blé Goudé était secrétaire général de la FECI en 1998 et 2000. Bon, nous sommes en 2014. Il y a une crise dite post-électorale qui a eu lieu en 2010. Lors de cette crise-là, Blé Goudé était ministre de la Jeunesse et des Sports. Voilà les faits, voilà le décor de la dernière crise qui se passe en Côte d'Ivoire. Blé Goudé se fait prendre au Ghana, escadé vers Abidjan, emprisonné, soi-disant au départ parce qu'il y a sur lui un mandat des Nations Unies qui lui interdisait de quitter le territoire national, c'est-à-dire le territoire ivoirien. On ne prend pas en compte qu'il y avait une situation de crise en Côte d'Ivoire qui l'a conduit en exil, une situation de confusion totale dans laquelle tout le monde essayait de se mettre à l'abri. Une situation où même les prisonniers les plus dangereux criminels qui étaient à Maka ont été mis en liberté par la rébellion qui avait occupé la ville d'Abidjan. Il y a tout ça. Et aujourd'hui, Blé Goudé est soi-disant transféré à la haie pour crime contre l'humanité. Vous voyez un peu le terme, hein? Je dis la grandiloquence même du crime, c'est-à-dire on accuse Blé Goudé de crime contre l'humanité. Et le ministre de la Justice, Niéléman Koulibaly, vient nous sortir vraiment des sonnettes du genre Blé Goudé a introduit la violence dans les universités ivoiriennes, bien avant la crise post-électorale. Bien avant 2000 même, disons, voilà. Bien avant 2002. C'est-à-dire bien avant la rébellion même qui aujourd'hui fait qu'ils se prévalent d'un pouvoir qu'ils usurpent. On nous parle encore du fait que Blé Goudé aurait appelé les jeunes Ivoiriens à s'attaquer aux véhicules de l'ONU en Côte d'Ivoire. On nous parle encore du fait que Blé Goudé aurait appelé à s'attaquer aux intérêts français en Côte d'Ivoire. Mais attendez, soyons sérieux. Finalement, pourquoi ils ont mené Blé Goudé à la CPI? Finalement, je commence à me poser la question parce que si c'est pour partir avec des chefs d'accusation aussi ridicules, cela conforte mon analyse qui est de dire que Blé Goudé a été emmené simplement à la CPI pour pouvoir régler des problèmes internes à leur pouvoir. Parce que c'est n'importe quoi. Je me demande quel juge sérieux, quel procureur de la CPI qui a un dossier, soi-disant, de Blé Goudé à la CPI pour la crise post-électorale et qu'on va nous sortir des histoires de 1998, des histoires de 2000, des histoires de 2004, des histoires de... Attendez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soit vous avez des chefs d'accusation vraiment crédibles, vraiment qu'on peut prouver contre Blé Goudé et on l'amène à la CPI, on le condamne à la grande satisfaction des militants du RDR et autres affidés qui n'attendent que ça, soit vous allez pour vous ridiculiser. Voilà. Et ça me plaît, c'est-à-dire, j'ai été content quelque part de voir qu'on parle de cette affaire-là, de 2004 entre autres, de cette affaire de Blé Goudé aurait appelé les Ivoiriens contre les intérêts français. Le monde entier se rappelle aujourd'hui encore des 64 civils au menu massacrés devant l'hôtel Ivoire à court d'armes lourdes. Contrairement à d'autres crimes qui ont été imputés au camp Gbagbo et dont on n'a aucun soupçon de preuve, on a des preuves vidéo, on a des preuves images, c'est-à-dire photos, on a des preuves, comment on a dit, pardonnez-moi, on a des preuves, je veux dire, on a suffisamment de preuves pour démontrer ces faits-là. Mais Laurent Gbagbo, en ce temps,
pour une sorte d'apaisement, avait ravalé cette colère-là de tous les Ivoiriens et n'avait porté aucune plainte, c'est-à-dire n'avait introduit aucune procédure judiciaire contre la France pour ces crimes-là. Aujourd'hui, il donne l'occasion à la Côte d'Ivoire, patriote ivoirien, de saisir les tribunaux français déjà. Pourquoi on en parle? Puisqu'ils veulent qu'on remue toute la mouise qu'ils ont créée en Côte d'Ivoire. On va en reparler. Maintenant, pour parler de l'article 125 que vous énoncez tout à l'heure. Ici même, sur votre plateau, sur vos antennes, vous m'avez invité la dernière fois pour qu'on s'entretienne un peu de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire. Un certain Kouyaté qui a appelé de New York m'a accusé ici. Si vous avez encore les bandes enregistrées, vous pouvez entendre. Il m'a accusé, moi, Claudius Quasio, d'être avec Blé Goudé à la base de l'article 125, je sais pas, je l'ai ridiculisé un peu en lui citant l'article 125 de la Constitution ivoirienne parce que je ne savais pas de quoi il parlait. Oui, mais Claudius, justement, je crois qu'il faut, effectivement, insister sur le fameux article 125 parce que, comme je le dis, c'est la seule accusation que n'importe quel militant ou bien n'importe quel Ivoirien qui fait part du camp de vos détracteurs, c'est la seule accusation qu'ils ont contre vous. L'article 125, c'est vous qui l'avez créé, vous l'avez utilisé pour brûler les militants du RDR, et ça revient chaque jour. Je vous pose la question parce que je sais que tous les militants du RDR qui sont en ligne ce soir, c'est la seule question qu'ils vont vous poser. Alors, allez-y. Ok, parlons-en alors. Pendant la crise post-électorale, j'étais à Abidjan, j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai, moi, participé pratiquement à tous les rassemblements qu'on a eus. J'ai participé à certaines réunions qu'on avait avec des camarades, que ce soit pendant la campagne ou après. Jamais, il n'a été question d'un article qu'on appelait article 125. Jamais il n'a été question d'ordre donné à qui que ce soit de prendre quelqu'un et de le brûler. Parce que l'article 125, je vous explique, selon la signification que les militants du RDR répandent, ils disent que c'est de l'essence à 100 francs et une boîte d'allumettes à 25 francs. C'est ce qui fait les 125 et c'est ce qu'ils ont surnommé, eux, l'article 125. Donc, il s'agissait d'attraper quelqu'un, un militant de je ne sais pas quel parti, l'asperger de pétrole et allumer la flamme et le voir se transformer en torche. De mon vivant, je n'ai jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Il se raconte que cela a eu lieu à certains endroits. Il se raconte. J'ai jamais eu de preuves autres que celles qui incriminent le camp du RDR lui-même. Revenons aux photos de Blé Goudé. Quand les photos de Blé Goudé ont été publiées dans cette cellule de la DST, le journal officiel du RDR, le Patriote, a fait une où il a écrit, il était marqué, et l'article 125, pour dire que Blé Goudé était dans des conditions 1000 fois acceptables par rapport à ce que les gens qui ont subi l'article 125 ont subi. Mais bizarrement, si vous vous rappelez, la photo qui était en une de ce journal, qui montrait 2 corps calcinés, ce sont des victimes du RDR, des victimes du soi-disant commando invisible qui a attaqué l'antenne de la télévision ivoirienne à Bobo, où les 2 gardiens qui étaient là ont été brûlés vifs. Ce sont les seules images, voilà, ce sont les seules images que j'ai vues de corps calcinés pendant la crise post-électorale. Et ce sont des militants du RDR qui ont commis ce crime-là. Une autre fois, j'ai vu des photos et même une vidéo de 2 jeunes hommes qui avaient été pris à Abobo, qu'on accusait d'être des pro-Gbagbo. On les menaçait de les brûler, ils ont été tabassés, on les menaçait de les brûler et tout ça. Ils n'ont pas été brûlés finalement. C'est France 24 à travers l'émission Les Observateurs qui a publié cette vidéo-là. On a vu une autre vidéo qui a été attribuée à Magui Le Tocard, qui était un milicien, qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a jamais eu le moindre contact avec Blé Goudé, que les
les militants du RDR qui sont en ligne ou qui sont pas forcément, je sais pas, qu'on nous démontre un jour que Magui Le Toka avait un rapport avec Charles Blé Goudé. Et Magui Le Toka, en son temps, avant qu'il ne décède, on l'avait accusé d'être un des exécutants de l'article 125 en question. Moi, je n'ai jamais vu de photos ou de vidéos de Magui Le Toka ou qui que ce soit de sa bande en train de brûler quelqu'un. Mais ce sont ces mêmes gens du RDR qui sont allés à Yopougon, aller organiser une cérémonie de réconciliation avec le même Magui Le Toka. Ce sont eux qui ont fait des tournées avec Magui Le Toka, soi-disant pour désarmer certains miliciens. Voilà, donc, faut pas que finalement ils fassent des choses qu'ils n'arrivent pas à assumer, et encore une fois, on vient accuser les Probabo d'avoir commis des crimes. Ok, article 125. Les Probabo ont inventé soi-disant quelque chose qu'on appelle article 125. Il ne suffit pas de bavarder, de faire du remplissage, de porter des accusations qu'on n'arrive pas à étayer. Qu'ils nous donnent la preuve de cela, et puisqu'on dit que c'est Blé Goudé qui a créé ou inventé, je ne sais pas quoi, l'article 125, que eux qui se plaignent de cela nous donnent les preuves de ce qu'ils avancent. Nous, on ne se reconnaît pas en cela. Les militants Probabo, militants du FPI et autres, ne sont pas des va-t-en-guerre ou des criminels ou des, je sais pas, c'est pas eux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire encore une fois. Donc arrêtons un peu, assumez votre rébellion, assumez vos crimes, et peut-être qu'un jour les Ivoiriens vont se réconcilier, ils vont se pardonner. Mais personne n'acceptera un crime qu'il n'a pas commis, c'est pas possible. Voilà. Merci, Claudius. Je viens de recevoir juste un seul message là. Ce soir, certainement, les gens sont comblés. Et comme je l'ai dit, l'article 125, il en sera énormément question parce que c'est la seule accusation qu'on attribue, enfin, du moins, c'est ce qu'on attribue, cet article, on l'attribue à Blé Goudé, dans tous les discours des militants du RDR. Certainement, ils vont aider la CPI à montrer les preuves de cet article-là. Alors, un seul message que je viens de recevoir de mon ami, d'un auditeur, Diaby, qui dit que à chacun son petit français, et dit-on de Blé. Alors, pouvez-vous nous dire qui a prononcé, si oui, Blé Goudé a prononcé ces mots, et dans quel contexte l'a-t-il prononcé? Voilà, merci. Voilà encore un autre mensonge. Voilà encore un autre mensonge attribué à Blé Goudé. Et un mensonge dans le contexte, mais vous avez bien fait de parler de contexte. Parce que, soyons sérieux, la Côte d'Ivoire est un État qui se veut souverain. En tout cas, du temps où Laurent Gbagbo était président de la République de Côte d'Ivoire, la France de Jacques Chirac en son temps avait pris sur lui la responsabilité d'attaquer la Côte d'Ivoire à la suite de la rébellion qu'on n'arrivait pas à contenir. Quand l'opération Dignité est lancée et que la France, dans son élan impérialiste, décide encore une fois de nous écraser, toute la flotte aérienne de la Côte d'Ivoire est bombardée au sol, sous prétexte que des soldats ivoiriens auraient bombardé un cantonnement français à Bouaké. Ce qui était faux, ce qui a été démontré faux, parce qu'on s'est rendu finalement compte, à travers les tergiversations de Michel Alliot-Marie, qui était alors ministre de la Défense française, que c'est la France elle-même. Pour quelle raison exacte, on ne saurait le dire, qui a commandité ces Biélorusses qui étaient les pilotes des avions Sukhoi dont l'armée ivoirienne disposait, pour bombarder ce cantonnement simplement au regard de ce que nous avons vu, pour arrêter l'avancée des troupes républicaines qui montaient vers Bouaké pour dégager la rébellion qui avait occupé tout le nord de la Côte d'Ivoire. Mais à la suite de cela, légitimement, Charles Blé Goudé, qui est comme on l'appelle toujours le général de la rue, qui est le leader de la jeunesse patriotique qui occupait les rues, aux mains nues pour crier son indignation, pour demander à la France d'arrêter de prendre la Côte d'Ivoire pour une colonie, on a usé du verbe pour demander aux Français d'arrêter de marcher sur notre peuple. Comme
comme réponse à cela, on a eu l'occupation des 2 ponts, on a eu des tirs à balles réelles sur les populations, mais attendez, à un certain moment, il fallait se défendre, c'est notre droit, il fallait se défendre. Et je me rappelle, parce que j'étais à ce rassemblement-là, à la place de la République, c'est Jean-Yves Dibopieux qui a lancé cet appel aux Ivoiriens en disant, et il n'a pas dit à chacun son petit français, excusez-moi, il a dit à chacun son français. C'est ce que Jean-Yves Dibopieux a lancé comme mot d'ordre aux camarades qui étaient ce jour-là réunis à la place de la République. Et à la suite de ce mot d'ordre-là, dites-moi, M. Boisbré, vous avez entendu qu'un Français, un seul, a été tué en Côte d'Ivoire? Non. Justement, c'est la question que je devais vous poser parce que on est dans un cas de justice internationale, de la Cour pénale internationale où on juge les grands criminels. J'étais prêt à vous demander à chacun son français. Combien d'assassinats il y a eu en Côte d'Ivoire pendant ce temps-là exactement? Voilà, je vous réponds. 0 Français n'a été tué. Aucune Française n'a été violée, contrairement à l'idée reçue que certains ont essayé de faire circuler. Il y a rien de... Il y a eu, comme dans tous les pays où il y a ce genre de soulèvement, il y a eu des actes de vandalisme. Il y a eu des actes de vandalisme. Il y a eu le collège, je crois, Jean Mermoz, qui a été incendié. Il y a eu des entreprises françaises qui ont été caillassées. Il y a eu, il y a eu des entreprises françaises qui ont été caillassées. Il y a eu une école française qui a été brûlée. Il y a eu une école primaire française qui a été brûlée, je crois, en zone 4. Mais c'était dans l'euphorie, c'était dans la panique totale parce que 64 Ivoiriens avaient été abattus. Et ça, quand j'entends des Ivoiriens qui se montrent choqués parce que soi-disant des intérêts français financiers, des intérêts financiers français ont été touchés, mais qui ne se sont jamais indignés que 64 de leurs frères aient été abattus, je trouve ça tellement scandaleux. C'est-à-dire, pardonnez-moi, j'ai l'impression que nous sommes dans un monde où les intérêts personnels, où le tribalisme a gagné les ménages à tel point que on n'a même plus d'égard pour son frère, simplement parce qu'on n'est pas du même bord politique. Nous sommes d'abord et avant tout tous ivoiriens. Et pour ces intérêts français en question, l'État de Côte d'Ivoire, depuis le temps de Laurent Gbagbo, s'est engagé à dédommager les entreprises françaises. Je me rappelle en son temps que le collège français qui avait été brûlé a été réhabilité par l'État de Côte d'Ivoire. Récemment, il y a une autre école française qui avait été touchée, qui a été réhabilitée par le pouvoir en place. Mais à coup de, encore une fois, de surfacturation. Mais ce n'est pas important parce que l'incident a été réparé. Quand Nicolas Sarkozy arrive en Côte d'Ivoire à l'investiture illégitime de Ouattara, il promet aux Français au 43e BIMA qu'ils seront indemnisés. Cette indemnisation-là est en cours. Certains ont déjà perçu l'argent qu'ils demandent pour réparer le préjudice subi. Les 64 Ivoiriens qui ont été tués, c'est-à-dire, je ne sais pas comment le dire, mais ils ont perdu leur vie. Et ça, on n'en parle pas. On s'insurge du fait que des intérêts financiers français ont été atteints. Aucun Français n'a été tué, Matt Boisbré. Aucun Français n'a été violé. Aucun Français n'a été blessé. Donc, qu'on arrête un peu de nous parler de cette histoire de à chacun son français. Lui, Dibopieux Jean-Yves, en son temps, avait dit à chacun son français parce que trop était devenu trop, comme on le dit. La France avait dépassé les limites en Côte d'Ivoire. On n'était plus un État. On était devenu une sorte de préfecture dont les autres venaient de l'Élysée. C'était insupportable. Oui, je peux reconnaître, il y a eu des excès. Il y a eu des excès de langage. Il y a eu des excès dans les actes. Mais il n'y a pas eu mort d'homme. Donc arrêtons un peu de ressasser cette histoire de à chacun son français. Maintenant, si quelqu'un est dans la possibilité de venir me dire aujourd'hui que ce mot d'ordre-là a été suivi
de crime, quand je dis crime, je parle de mort en vie humaine, qu'on vienne me le dire pour qu'on en prenne acte, il n'en est rien. Voilà, donc on arrête un peu de ressasser tout cela. Il y a des faits graves qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Il y a eu plus de 5000 morts en Côte d'Ivoire du fait de cette rébellion-là en 2010. Aujourd'hui, on nous donne le chiffre générique de 3000 morts qui est faux. Parce qu'on veut cacher certains morts de la rébellion qui a attaqué la Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'on doit parler, c'est cela le vrai sujet. Merci, Claudius Quadio. Comme vous le savez, la deuxième partie de cette émission consiste à aller vers nos panélistes qui vont vous rouer des questions aussi. Mais avant, je lis là un message, je ne sais pas si c'est une question, je crois que c'est juste un message d'un de nos auditeurs qui dit Claudius Quadio, ne fatiguez pas, je lis comme il écrit, ne fatiguez pas votre bouche. Ouattara et la CPI aura du pain sur la planche pour prouver que Blé est génocidaire. Les actes des Français ne sont pas proportionnels à ce que Blé aurait dit, même si cette phrase, c'est Blé qui l'a dit, ce que les Français ont fait à l'hôtel Ivoire n'est pas proportionnel à cette phrase-là. Bon, voilà, là c'est un auditeur, je crois que c'est juste un commentaire, ce n'est pas une question. Alors, donc, Claudius Quadio, nous allons chercher à partir vers les panélistes, mais avant, je vais vous poser juste une petite question sur justement ce transfèrement de Blé Goudé qui est le sujet principal de notre émission ce soir. Je vais juste vous demander, alors vous en avez parlé tout à l'heure, sur votre mur vous avez parlé d'un imbroglio politico-juridique. Comment vous prévoyez la suite justement de cet imbroglio politico-juridique? Merci. Là, sincèrement, je me demande bien comment la CPI aujourd'hui va s'en sortir avec ce deuxième dossier sur la crise ivoirienne en ce qui concerne Charles Blé Goudé. Parce que d'abord, parlant des crimes qui ont soi-disant été imputés à Laurent Gbagbo. Si vous lisez le rapport de Bensouda, le procureur de la CPI, Laurent Gbagbo est co-auteur indirect de crimes contre l'humanité. Mais Laurent Gbagbo étant président de la République de Côte d'Ivoire, dans leur organigramme qu'on a établi, Laurent Gbagbo aurait donné des ordres à ses subalternes, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau du FPI, que ce soit au niveau de la jeunesse patriotique. Et Laurent Gbagbo, qui est co-auteur indirect, aurait donné des ordres à Charles Blé Goudé pour exécuter certaines basses besognes. Ok. Toujours est-il que le co-auteur indirect, qui est plus proche encore des crimes commis que Blé Goudé, à qui il a donné des ordres, on n'arrive même pas à démontrer simplement qu'on peut aller à un procès avec tous les éléments de preuve, soi-disant, que Bensouda, le procureur de la CPI, a mis sur la table. On nous parle de plus de 3000 preuves supplémentaires, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des preuves qui ont été rejetées. De ces 3000 preuves supplémentaires, on n'arrive pas à trouver une preuve suffisante pour simplement aller à un procès. Bon, quand on amène Blé Goudé, qui est à un niveau de crime inférieur, c'est pourquoi si déjà on n'arrive même pas à aller à un procès avec Laurent Gbagbo. Vous avez parlé tout à l'heure de Blé Goudé qui aurait introduit la violence sur les campus universitaires. Mais c'est tellement ridicule. Je me dis que peut-être qu'ils vont arrêter ce procès-là, ces audiences. Je ne vais pas parler de procès, peut-être qu'ils vont arrêter ces audiences-là. Parce que les universités, si on prend les superficies des universités en Côte d'Ivoire, sur les 322 462 km² que compte la Côte d'Ivoire, je me demande si la superficie des universités de Côte d'Ivoire vaut 0,05%. Quand il y a une rébellion armée qui attaque la nation, qui attaque la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire tout le territoire, et que cette rébellion-là emmène un fils du pays à la haie parce que celui-ci aurait introduit la violence sur une superficie aussi infime que celle des universités de Côte d'Ivoire.
Mais attendez, c'est quand même un peu, c'est tellement grossier. C'est tellement grossier, juste pour vous dire que il n'y a aucun élément, en tout cas selon moi, et à la lecture de tout ce que je vois, il n'y a aucun élément qui pourra les emmener à aller à un procès avec Blé Goudé pour parler de condamnation, à moins que la CPI ne décide de s'enfoncer, ne décide de se décrédibiliser à vie, même pour les États occidentaux qui jouent le jeu. Parce qu'à un moment, on arrête d'aller au fond dans le ridicule. C'est cela la vérité. Parce que on prend Blé Goudé aujourd'hui, on veut essayer de l'habiller avec des crimes de plus en plus ridicules. Quand on nous dit qu'il y a 7 femmes qui ont été abattues à Abobo par les soldats de Gbagbo pendant la crise post-électorale, aujourd'hui, le fait simplement d'annoncer cela et de ne pas le reconnaître et de le nier, comme il faut le dire, et de le nier parce que nous le nions, ces faits n'ont jamais eu lieu tel que présentés. Quand vous le dites, pour les militants du RDS, c'est un choc. C'est quelque chose qu'il ne faut pas dire, c'est une injure. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à le prouver à la CPI? Parce que si ce crime-là avait vraiment existé, si on pouvait démontrer qu'effectivement, les soldats de Gbagbo, comme eux ils l'appellent, parce que ce ne sont pas des soldats de Gbagbo, ce sont les soldats de l'État de Côte d'Ivoire, ont abattu 7 femmes à Abobo. Si on arrivait simplement à démontrer cela à la CPI, le procès serait peut-être déjà ouvert, Laurent Gbagbo serait déjà peut-être condamné. On n'y arrive pas parce que c'est faux. On se rend bien compte que c'est une mise en scène. Et ils sont dans la même logique avec soi-disant l'article 125, ils sont dans la même logique avec soi-disant les Français qu'on aurait attaqués, ils sont dans la même logique avec encore une fois cette affaire de Blé Goudé introduire la violence sur les campus universitaires. Moi je leur souhaite bonne chance, dans ce procès contre Blé Goudé parce qu'il n'aboutira à rien du tout. S'ils veulent, pour faire simple, qu'ils ramassent tous les militants du FPI en Côte d'Ivoire pour les emmener à la haie pour être tranquilles. Parce que ça commence à devenir ridicule. On nous parle de réconciliation, on nous parle d'apaiser la situation politique, on nous demande le retour des exilés. Pendant ce temps, on refuse de libérer les prisonniers qui sont en Côte d'Ivoire. Et donc, les procès ne sont pas ouverts, certains depuis 3 ans. Et en même temps, on prend certains des nôtres qu'on amène à la CPI parce qu'on est incapable de rendre justice. Attendez, Niénéman Koulibaly n'avait-il pas dit que les instances judiciaires de la Côte d'Ivoire étaient maintenant aptes à juger toutes sortes de crimes commis en Côte d'Ivoire par un Ivoirien? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Qu'est-ce qui a changé? Rien. Voilà. Donc cette affaire de Blé Goudé, tout le monde aujourd'hui se rend bien compte que Blé Goudé a été utilisé par Ahmed Bakariko pour régler des problèmes internes avec Soro Guillaume, je le redis, et à chaque fois je vais le redire et je vais l'expliquer pour ceux qui ne comprennent pas. Merci Claudius. Avant de partir vers mes amis panélistes, il y a quelqu'un qui insiste là qu'il se fait appeler Ado, il dit que son nom c'est Ado, il insiste à ce que je poser ma question telle que je l'ai écrite, ne change pas de mots. Ok, je promets. Il dit le mot d'ordre du FPI aux Ivoiriens pour boycotter le recensement. Qu'est-ce que Claudius Quadio en pense? Et puis il dit vous les gens de Gbagbo, vous aimez beaucoup parler. Qu'est-ce que vous faites pour arracher votre pays aux envahisseurs? Voilà, tel qu'il a écrit, je lis ça comme ça, et puis Claudius Quadio, vous répondez à cette question et on passe aux panélistes. Voilà, merci. Avant même la déclaration du président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, on avait déjà commencé sur les réseaux sociaux et en contactant déjà la presse pour demander aux Ivoiriens de faire attention. De faire attention parce que nous avons été habitués au coup bas de ce régime-là. Depuis l'époque de partage de pouvoir, c'est-à-dire l'époque qui a précédé les accords de Linas Marcoussis, quand le président Gbagbo se voit dans l'obligation pratiquement de céder certains postes ministériels à l'opposition, de changer de premier ministre
et nommé soi-disant un premier ministre de consensus qui était plus ou moins affidé au RDA et au PDCI RDA, on a commencé à voir là, dans l'exercice du pouvoir, les manigances du pouvoir, les manigances du camp RHDP. Et depuis très longtemps, ils ont joué sur ça, sur l'ivoirité, sur l'ivoirité. Quand je dis ivoirité, c'est l'ivoirité avec tout l'habillage qu'il a eu, parce que au fond, l'ivoirité, ce n'était pas un concept, comme on le dit, qui était contre les étrangers, qui visait à chasser les étrangers ou quoi. Personne aujourd'hui ne peut me dire que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a eu une seule fois une expulsion d'étrangers de la sous-région ouest africaine du territoire ivoirien. À plus forte raison, des étrangers qui viennent de contrées lointaines. Jamais cela n'a eu lieu en Côte d'Ivoire. Jamais cela n'a eu lieu en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, chaque fois qu'il y a eu des conflits entre des communautés étrangères et ivoiriennes, surtout dans les zones rurales, ces conflits-là ont toujours été réglés en Côte d'Ivoire à l'amiable et il n'y a eu jamais de déplacement de population vers leur terre d'origine. C'est pour simplement dire que les Ivoiriens ont toujours vécu en bonne intelligence avec les étrangers. Il leur a fallu à Alassane Dramane Ouattara pour venir donner l'impression qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens étaient devenus xénophobes, qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne supportaient plus de vivre avec les étrangers, qu'ils tuaient des étrangers. Tout ça, aujourd'hui, le monde entier se rend compte que ce n'était que des mensonges. Toujours est-il que Alassane Dramane Ouattara continue de surfer sur cette vague-là. Il continue de surfer sur cette vague depuis même la période des audiences foraines avant les élections de 2010. Parce que quand on demande d'aller sur aux audiences foraines, selon le plan qui avait été proposé alors par Boga Doudou, paix à son âme, qui demandait que chaque Ivoirien qui devait aller prétendre à s'enregistrer aux audiences foraines, c'est-à-dire un Ivoirien qui n'était pas au préalable enregistré à l'état civil, parce qu'il n'avait pas pu le faire, ou bien parce qu'il avait perdu ses papiers ou quoi, devait prouver son attachement, quand je dis son attachement, à la terre ivoirienne, à travers ses origines en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire que tous les Ivoiriens ont un village. Tous les Ivoiriens ont un village. Moi, je ne connais pas d'Ivoirien qui ne vient pas de quelque part. Non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Dès qu'on a énoncé cela, on a trouvé que non, on voulait chasser des Ivoiriens qui l'étaient depuis des années, je ne sais pas, peut-être 1700, je ne sais pas où on allait nous sortir ça, qui était peut-être encore vivant, je ne sais pas. Mais ça a créé un tas de problèmes. Finalement, en 2010, la nouvelle formule des audiences foraines a été faite à la va-vite. Tu venais te présenter, on te posait quelques questions et ça se faisait. Mais rappelons-nous qu'en cette période-là, le ministère de la Justice était sous la tutelle du RDR. Oui, mais Claudius, est-ce une façon de dire que, parce que vous revenez sur l'ivoirité, là, est-ce une façon de, votre mentor n'a pas soutenu, par exemple, M. Bédier et son ivoirité, est-ce que c'est une façon de nous dire que vous regrettez cela? Parce que, est-ce que les auditeurs... Je ne comprends pas bien votre question. Est-ce que vous regrettez le fait que, par exemple, le président Gbagbo, en son temps, n'ait pas soutenu M. Bédier avec son ivoirité? Mais le président Gbagbo n'a ni soutenu, ni été contre l'ivoirité, parce que l'ivoirité telle que Henri Konan Bédier présentait le concept, cela n'avait rien de scandaleux. Il demandait simplement, il y avait le thème par exemple, consommer ivoirien. Il y avait cette préférence nationale qu'on nous demandait pour faire vivre l'économie ivoirienne. C'était surtout ça. C'était surtout ça. Parce que pendant que Bédier était encore au pouvoir, la constitution qui existait alors n'avait pas encore été modifiée.
Il n'y avait pas de projet de modification de la Constitution. Simplement parce que Alassane Dramane Ouattara ne pouvait pas se présenter aux élections pour des conditions qui n'étaient pas forcément liées à la nationalité. Il a commencé à bousculer tout le monde. Et il faut être clair là-dessus. Il faut être clair là-dessus. Je n'ai pas envie de venir toucher encore au problème de nationalité de Ouattara. Ce problème, on en a tellement débattu que je pense que c'est plus important. C'est plus important. Voilà. On n'a pas revenu dessus à chaque fois. Mais l'ivoirité gênait Alassane Dramane Ouattara avant 2000, simplement parce que ces documents administratifs étaient frauduleux. Voilà, c'est cela la vérité. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a lancé un mandat d'arrêt contre Ouattara pour faux usage de faux. Simplement en ce temps, pourquoi les gens disent que Laurent Gbagbo était pour l'ivoirité selon la forme que présentait Alassane Dramane Ouattara, simplement parce qu'il avait demandé qu'on puisse permettre à Ouattara d'être candidat aux élections en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est cela la vérité. J'ai encore même une coupure de presse où il a fait une longue interview pour expliquer que Ouattara, on devait le laisser pouvoir prétendre à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Pourquoi il disait ça? Parce que ce sont les mêmes du PDCI qui ont permis à Ouattara, en 90, de devenir Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Donc, quand vous suivez une démarche, soyez logique jusqu'au bout. Laurent Gbagbo pourrait demander. Voilà, bref. Pour revenir à la question du monsieur qui demandait notre position concernant le recensement, pourquoi nous sommes contre le recensement avant même que le président Afi ne se prononce? C'est parce qu'on se rend bien compte que ils veulent profiter de soi-disant un recensement de l'habitat et de la population pour faire une sorte de fichier électoral. Quand on le dit aujourd'hui, on nous dit non, c'est scandaleux ce que vous dites, c'est tellement faux parce que c'est l'INF qui s'occupe du recensement de l'habitat et de la population et c'est la CEI qui s'occupe du recensement électoral. Ce n'est pas la même chose. Oui, en effet, ce n'est pas la même chose. Mais ça, c'est dans un état normal. Dans un état avec des institutions qui respectent leur rôle qui leur a été assigné à leur création. Mais avec le pouvoir Ouattara, on se rend bien compte qu'ils veulent profiter de cela pour faire du faux. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on se rend bien, tout le monde se rend compte. On peut avoir une pièce d'identité nationale qui est quasiment valable, mais qui est fausse. On me dira que non, pour le recensement de l'habitat, on ne recense pas pour savoir qui est ivoirien ou qui ne l'est pas. Mais aussi, on sait que c'est à partir du recensement de l'habitat qu'on va déterminer le nombre d'Ivoiriens sur le territoire